Le Hezbollah a clairement changé. Je crois que vous avez posé cette question à Wafik Safa. Est-ce que vous menez une guerre pour toute la région ou bien s'agit-il d'une guerre de défense nationale? Ils voient ça comme indissociable du conflit avec l'Iran, de Gaza. Pour eux, tout ça fait partie d'une seule et même guerre, dans laquelle Israël entraîne en fait les États-Unis vers une énorme erreur stratégique. Et c'est bien la seule façon de décrire la guerre contre l'Iran, une immense erreur, totalement évitable. Oui, le contrôle du détroit d'Ormuz a été remis directement au gouvernement iranien et il est probable qu'il le garde, eh bien, peut-être pour toujours. Qui sait, à moins qu'il n'y ait une intervention extérieure. Un autre point intéressant qu'il a soulevé, je trouve, c'est l'introduction de ces drones sur le champ de bataille. D'après lui, ça s'est vraiment développé au cours des 18 derniers mois. Il a décrit ça comme une sorte de réponse de la résistance à l'attaque de Pagé en septembre 2024, qui a tué des dizaines de personnes et fait plus d'1 millier de blessés. Et beaucoup de ceux qui ont été tués ou blessés d'ailleurs n'étaient pas des membres du Hezbollah, c'étaient des enfants, dans bien des cas. Oui. et la plupart de ceux qui ont été visés, ceux qui faisaient partie des rangs du Hezbollah, étaient comme des réservistes. Ils n'étaient même pas en première ligne. Oui. Et les Israéliens avaient, tu sais, cette explication un peu tordue en disant « on préférerait ne pas tuer toutes ces personnes. On veut les laisser en vie, mais mutilées, pour que ça serve d'avertissement aux autres. En gros, voilà ce qui vous arrivera. On vous laissera défigurés, incapables de travailler. » Et la réponse de la résistance, ça a été l'introduction de ces drones, qui ont complètement changé la donne dans la guerre asymétrique. Surtout quand on voit qu'Israël semble déterminé à trop s'engager dans le sud du Liban. Oui, Franchement, je ne comprends pas la logique stratégique de vouloir occuper tout ce territoire, alors qu'ils ne sont même pas capables de défendre leur propre ligne de ravitaillement. Elles se font exploser tous les jours. Il y a encore une vidéo de drone FPV où on voit, je sais pas, un char Merkava, un véhicule blindé de transport de troupes, ou même des soldats israéliens eux-mêmes, qui sortent de la zone de passage et se font littéralement détruire par ces drones à vue subjective. Donc voilà, je crois qu'on avait préparé une partie de cette vidéo. Sinon, oui, regardons-la. en fait, la vraie histoire de cette guerre, c'est celle du drone FPV, le drone à vue subjective, fabriqué dans des ateliers par des membres du Hezbollah. Ce sont des quadricoptères auxquels on fixe un dispositif RPG et ils livrent cette charge sur les positions israéliennes. La raison pour laquelle Israël ne peut pas vraiment agir contre ces drones, c'est qu'ils sont reliés à un câble à fibre optique qui s'étend sur plusieurs kilomètres. En étant directement connectés à ce câble, ils offrent une sorte de solution analogique et asymétrique face aux capacités de brouillage israéliennes. Israël dispose aussi d'un système laser capable d'abattre des drones. Donc, Israël n'a pratiquement rien pour se défendre contre ces drones. Et il frappe, avec une témérité presque totale, les positions israéliennes, mais aussi le moral des Israéliens. Parce qu'on leur avait dit, en novembre 2024, quand le Hezbollah avait signé un cessez-le-feu après la mort de son secrétaire général et en quelque sorte de son guide spirituel, Hassan Nasrallah, qu'ils étaient en gros vaincus, ou du moins neutralisés. Et ce n'est tout simplement plus vrai aujourd'hui. Chaque jour, des Israéliens sont évacués vers des hôpitaux, comme le Medevac ou le Rambam à Tel Aviv. Et certains reviennent dans des sacs mortuaires. Alors, il y a cette vidéo de synthèse qu'un certain Ron Burgundy a mise en ligne, un compte appelé Ron Burgundy, et je trouve elle illustre vraiment ce que vit Israël dans cette guerre.
parce qu'à mesure que le conflit continue, ils vont s'épuiser en essayant de tenir leur position et de maintenir une zone tampon. Ce sont probablement aussi des batteries du dôme de fer. Certaines sont des batteries du dôme de fer, ou peut-être des leurs, mais il est clair qu'ils frappent des batteries et des radars du dôme de fer à certains moments. Je veux dire, certaines de ces batteries ne sont même pas fixées par des câbles, alors je me demande vraiment, qu'est-ce qui se passe avec ça? J'ai accéléré un peu la séquence parce qu'elle est longue. On les voit frapper une excavatrice D9, puis viser de vraies positions logistiques de soldats israéliens. Vous remarquez, ils ont installé une force de filet dans une certaine zone. Et ça ne change rien. Autant que je puisse en juger, ça ne fait que mettre en avant leur position. Oui, oui. Vous savez, frapper ces D9, ces Toyota, les petits véhicules, avec un RPG, ça peut faire énormément de dégâts. Je sais que le Merkava a un blindage réactif, mais on voit bien dans beaucoup de ces frappes qu'ils visent l'arrière des transports de troupes NAMER et qu'ils essayent de toucher le dessous du Merkava. On ne voit pas vraiment l'étendue des dégâts, mais on peut supposer qu'ils en causent beaucoup, surtout quand le personnel est exposé. Tout le monde a tiré des leçons de la guerre par procuration en Ukraine. Et la leçon que le Hezbollah en a tirée, c'est qu'il n'existe pas de vraie réponse pour une armée qui doit se déplacer et opérer comme une armée classique, et non comme des combattants de guérilla. Ils n'ont aucun moyen, aucune réponse face aux drones, en particulier ceux dont vous parliez, ces drones FPV avec des câbles à fibre optique, et ce qui les rend insensibles au brouillage et aux contre-mesures électroniques. La leçon, je crois, que les Israéliens ont tirée, c'est qu'ils devraient engager tout un groupe de mercenaires, créer en quelque sorte leur propre légion étrangère et recruter des types un peu paumés, soit des Occidentaux qui s'ennuient, soit plus probablement des gens de pays du tiers-monde qui veulent un salaire correct et sont prêts à risquer leur vie pour l'obtenir. Mais ce qu'ils ont proposé, c'est une armée de mercenaires d'environ 10 à 12 000 hommes pour remplacer tous ces juifs ashkénazes qui ne veulent pas mourir sur la ligne de front, ni dans le sud du Liban. Alors, à la place, on a l'impression qu'ils envoient les Mizrahim, les juifs éthiopiens, et maintenant ils arrivent à court. Ils doivent donc trouver des mercenaires à envoyer au sud du Liban. Allons au Pérou, trouvons une tribu perdue dans l'Amazonie, une tribu perdue de Juifs, et faisons-les venir ici. Je veux dire, ils font ça depuis un moment. Pas besoin de test ADN. En fait, expressez-moi Jammer. Pendant la première guerre du Liban, lors de la première invasion du Liban, il y a eu un mouvement qu'on appelait les 4 mères. Il était mené par 4 femmes ashkénazes, très respectées, dont les fils avaient été tués pendant la guerre. C'était dans les années 80. Elles ont réussi à organiser de grandes manifestations avec des milliers de personnes pour demander la fin de la guerre parce que beaucoup d'Israéliens ashkénazes étaient tués et qu'ils ne voulaient plus mourir. C'est de cette guerre qu'est l'idée du tirer et pleurer. On part à la guerre, on tire, on fait ce qu'on doit faire, puis on rentre, on pleure d'avoir dû obéir à ses ordres. Et de tout ça, on fait de l'art, de belles chansons sombres, des films comme Valse avec Bachir. Tu as déjà vu Valse avec Bachir? Je crois, si je ne me trompe pas, qu'un de mes profs de lycée nous l'avait fait regarder.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Je crois qu'il a peut-être même remporté un Oscar. Mais c'est vraiment le film israélien typique du genre « on tire et on pleure ». Ils mettent en avant la culture ashkénaze de l'armée israélienne, où en gros, tu dois passer par un rituel d'initiation pour devenir sioniste. Mais au fond, tu détestes ça. Et puis, tu continues ta vie. En parlant, en rejoignant Breaking the Silence, en témoignant de toutes les atrocités que tu as été forcé de commettre, tirer sur des enfants, bombarder des maisons, tout ça, tu expies tes fautes et ta culpabilité, et tu es de nouveau accepté dans la société sioniste libérale. Waltz avec Bachir présente toute la guerre du Liban comme une sorte de scénario onirique. Et Bachir, c'est une référence à Bachir Gemayel, le dirigeant phalangiste maronite d'extrême droite, qui a été tué. Le film reconstitue des scènes réelles de cette guerre, mais tout est traité comme dans un rêve, et c'est uniquement vu du point de vue des Israéliens, qui ne prennent vraiment position sur rien, moralement parlant. Beaufort. Un autre film que j'ai mentionné tout à l'heure, un film israélien sur la défaite de l'armée israélienne dans le sud du Liban après l'opération Raisin de la colère. C'est encore un de ces films qu'on appelle « Tirer et pleurer ». Breaking the Silence, c'est responsable. Ils recueillent tous ces témoignages de soldats, mais ils n'ont aucune politique de refus, et beaucoup d'entre eux sont encore dans la réserve. Pourtant, ils organisent des visites dans Hébron occupé, et ils sont clairement contre l'occupation. Donc, la société israélienne, la société judéo-israélienne, en est aujourd'hui à un point où elle ne peut même plus tolérer qu'on tire et qu'on pleure. Alors on écarte complètement cette catégorie de personnes de la guerre. Ils ont cru qu'ils pouvaient le faire grâce à des innovations techniques et technologiques, comme le drone. Le drone Hermès, par exemple, est né de l'échec de la première guerre du Liban pour réduire les pertes humaines et par conséquent alléger la pression politique sur le gouvernement militariste et fascisant de ce pays. Ils pensaient pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient au Hezbollah. Mais maintenant, le Hezbollah a retenu la leçon. Le drone FPV a complètement changé la donne, et c'est devenu un vrai problème politique pour Israël. Au passage, Shir Hever est quelqu'un vers qui je renverrais volontiers les gens. C'est un Israélien, ou peut-être un ex-Israélien, qui contribue à diriger le mouvement BDS depuis l'Allemagne. Il fait un travail énorme de recherche sur la transformation de l'armée israélienne, les forces de défense israéliennes, en une sorte d'armée de mercenaires. Et à mon avis, ça fait partie du déclin d'Israël. Parce qu'à part son armée de l'air et le Mossad, le pays est aujourd'hui en nette régression. Oui, et là, le Hezbollah ne fait qu'accroître ses capacités. Ses moyens de renseignement, par exemple, sont bien supérieurs à ce que je pensais avant de venir ici et avant de parler avec Wafik Safa, qui m'a un peu donné un aperçu des progrès qu'ils ont réalisés dans ce domaine. Il a mentionné que l'opération visant à éliminer le colonel Meir Biderman, le commandant de la 401e brigade blindée, l'unité qui a tué Hind Rajab, l'a grièvement blessé. Pour autant qu'on sache, il est peut-être mort. Les Israéliens ne communiquent pas vraiment sur le nombre de leurs victimes. Mais lui, il a été grièvement blessé lors d'une frappe de drone d'une sophistication incroyable, et on peut en voir les images. Ce drone a réussi à pénétrer dans un complexe sécurisé, en gros, le centre de commandement d'une base avancée. Ils ont réussi à éliminer le commandant de cette unité, et on m'a dit qu'ils savaient exactement où il dormait, où il se reposait. Ils connaissaient son emploi du temps, et ils l'ont suivi jusque-là, au moment où il tenait une réunion avec plusieurs hauts responsables militaires israéliens. Alors, pour qu'ils puissent obtenir ce genre de renseignements et qu'ils soient apparemment capables de le refaire, c'est un autre problème.
auxquelles je pense les Israéliens n'ont pas vraiment de réponse claire. Je n'ai aucune idée de la façon dont ils obtiennent ce type d'informations. Peut-être qu'ils ont réussi à compromettre certains appareils israéliens. Peut-être qu'ils reçoivent des informations transmises, disons, de la Russie ou de la Chine vers l'Iran, puis vers eux. Ou peut-être qu'ils ont développé leur propre capacité de renseignement à l'intérieur même d'Israël. Qui sait? Mais ce qui est très clair, c'est que les Israéliens sont aujourd'hui plus exposés aux attaques qu'ils ne l'ont été depuis des décennies. Oui, et pas seulement à cause des drones FPV. Les missiles balistiques iraniens ont vraiment percé des brèches dans le soi-disant dôme de fer israélien, que nous finançons, nous, les contribuables américains. Il s'avère que les États-Unis ont assuré la plus grande partie des interceptions ou des tentatives d'interception, parce qu'Israël voulait préserver son propre stock de munitions. Et du coup, les États-Unis ont vidé une bonne partie de leurs réserves, celles qui étaient censées servir à se défendre contre la Chine ou la Russie, les vraies puissances révisionnistes. Mais maintenant, un simple petit quadricoptère avec une roquette accrochée dessous est arrivé sur le champ de bataille, et il a complètement changé la donne. C'est l'une des grandes histoires de l'année. Je ne sais pas ce qu'Israël va faire à ce sujet. Je n'ai rien diffusé de ton entretien avec Wafik Safa du Hezbollah parce que c'est traduit avec des sous-titres et je n'aime pas lire par-dessus. C'est un peu ennuyeux à écouter quand je fais ça, mais tout le monde peut suivre. On a publié plusieurs extraits. Vous pouvez tous les regarder sur The Grey Zone, sur notre chaîne YouTube. Mais il évoque aussi, selon ses propres mots, d'autres surprises. De quoi parlait-il exactement? J'aimerais bien le savoir, franchement. Vous savez, ce n'était pas clair s'il parlait d'un nouveau type de drone, d'une haute capacité technologique qu'il compte déployer sur le champ de bataille, ou si c'était simplement, disons, politique. Donc oui, j'aimerais en savoir un peu plus. Je n'ai pas voulu trop insister, parce qu'il avait l'air d'entretenir volontairement le mystère. Mais si les drones FPV sont un indice, eh bien, à la place des Israéliens, je serais plutôt inquiet. Oui, oui. C'est vraiment incroyable que l'armée américaine, avec son budget proposé d'1,5 billion de dollars, soit complètement bloquée par l'Iran. Et c'est une des raisons pour lesquelles Trump se tourne vers une attaque contre Cuba, juste pour pouvoir revendiquer une victoire. Il n'arrive pas à en obtenir une. Les États-Unis ont été vaincus d'une manière qui ne l'avait jamais été auparavant. Depuis que je m'en souvienne, enfin, la guerre du Vietnam, c'était une défaite, une vraie défaite psychologique pour l'Empire américain. Et la classe ouvrière américaine en a énormément souffert, bien sûr. Ça a été terrible pour la population américaine. Je me souviens avoir déménagé à Washington dans les années 80, quand j'étais gamin, dans un quartier majoritairement noir, et d'avoir vu des types complètement détruits par l'héroïne, encore en treillis du Vietnam, un peu partout. Cette génération-là était encore décimée par l'héroïne, puis l'épidémie de crack est arrivée et a tout balayé. Mais l'économie américaine, elle, n'a pas souffert. L'économie mondiale non plus, pas de la même façon. La guerre avec l'Iran, elle, ne peut pas être contenue, comme l'ont été les autres conflits. C'est quelque chose que les États-Unis n'ont jamais vraiment connu, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale. À mon avis, c'est un coup bien plus profond porté à l'hégémonie mondiale des États-Unis que ne l'a été le Vietnam, et certainement plus que la Deuxième Guerre du Golfe, qui a pourtant été une autre défaite pour eux. Cette fois-là, c'était pas économiquement contenu. Et vous savez, l'élite américaine en a tiré beaucoup d'avantages, les actions Halliburton, par exemple. Donc, malheureusement, la population libanaise souffre énormément. Unfortunately, the Lebanese population is suffering massively.